Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission vidéo de la rédaction de Nice Matin, une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, c'est le chef de l'édition de Nice. Bonjour. Bonjour Denis. Notre invitée aujourd'hui, Sarah Knafo, députée européenne, vice-présidente de Reconquête et vice-présidente du groupe L'Europe des Nations Souveraines. Bonjour Sarah Knafo. Bonjour monsieur. Bonjour. L'Ukraine est toujours autant dans l'actualité. Les députés ont voté mercredi soir une résolution en faveur de l'Ukraine qui prévoit notamment la saisie des avoirs russes. Si vous aviez été député, est-ce que vous l'auriez voté ? Alors je suis députée, puisque je suis députée au Parlement européen. Si vous aviez été député à l'Assemblée nationale. Figurez-vous que le même jour, le Parlement européen se prononçait aussi sur cette question. Il y a eu un grand accord pour tous les partis de droite, je dirais, pour affirmer qu'aujourd'hui, l'intérêt de l'Ukraine, c'était un cessez-le-feu rapide, une paix rapide. Je pense que c'est l'Ukraine, la première, qui a conscience de ça aujourd'hui. D'ailleurs, pour tout vous dire, j'étais hier à l'invitation du ministre des Armées au ministère, en présence du chef d'état-major des armées, du Premier ministre, M. François Bayrou, qui nous ont fait une sorte de point de situation sur l'avancée de l'armée russe et les différentes avancées, que ce soit côté ukrainien ou côté russe. Ce dont on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que l'armée russe est en position de force, qu'elle est en train de reprendre du terrain, et que ce qu'on peut craindre de pire, c'est qu'aujourd'hui, la Russie n'est plus intéressée à la paix. Donc cet accord de cessez-le-feu, c'est une bonne chose. Ce serait une bonne chose si la Russie acceptait de le signer. Et là, ce qu'on peut craindre de pire, c'est que la Russie essaye plutôt de pousser son avantage, de continuer à gagner en gagnant du temps. Et ce qu'on peut craindre de pire, en réalité, c'est qu'il n'y ait pas d'accord de paix qui soit signé, mais qu'on soit obligé d'arriver à une situation malheureuse où ce serait une capitulation de l'Ukraine. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, c'est que toutes les nations européennes, et j'espère avec le concours des États-Unis, poussent la Russie dans le sens d'un cessez-le-feu et d'un accord de paix. Et cette paix, je le dis quand même, elle ne doit pas se faire à n'importe quel prix. Ça ne doit pas être une capitulation, puisque l'objectif que je viens de vous dire, c'est que justement ne pas arriver à la situation où l'Ukraine perde la guerre, soit obligée, avec pertes et fracas, de signer un accord qui la désavantagerait fortement. Et quand je dis que l'accord de paix ne doit pas se faire à n'importe quelle situation, je pense à un point en particulier. Il faudra, on le sait, un accord de sécurité à l'issue. Il faudra des garanties pour qu'il n'y ait plus de février 2022 et que l'Ukraine ne soit pas réattaquée demain matin. Je pense que la première des garanties, c'est une armée ukrainienne forte. Je pense que c'est exactement ce que nous a montré la scène dans le bureau ovale. L'Ukraine est en train de comprendre qu'elle ne pourra pas compter éternellement sur ses alliés. Nous, parce que tout simplement, on n'a pas des moyens éternels. Peut-être qu'on parlera de la situation budgétaire gravissime chez nous, mais on n'a pas les moyens d'aider éternellement l'Ukraine. L'Ukraine a compris aussi que les États-Unis étaient peut-être pas un allié si fiable dans la durée, et que par conséquent, elle ne pourrait compter que sur elle-même. Nous, c'est une leçon qu'on a tirée il y a bien longtemps dans l'histoire. Ça s'est appelé le gaullisme militaire. Le général de Gaulle a compris qu'une nation devait se protéger elle-même. Je pense que l'Ukraine est en train de le comprendre aujourd'hui, et donc une première et la principale garantie de sécurité demain, pour l'Ukraine, ce serait une armée ukrainienne forte, formée, dotée, qui monterait en puissance. À mon avis... Mais dotée avec quels moyens ? C'est-à-dire à nouveau l'aide des Occidentaux pour qu'on... Non, avec une industrie ukrainienne. Et d'ailleurs, vous avez vu que pendant cette guerre, certains pays européens ont préféré aller faire des armes directement sur les sols ukrainiens. Donc, ils vont leur laisser une industrie de défense. Donc, je pense que ça peut être... Mais ça suffira jamais assez face à la première armée du monde, enfin la deuxième armée du monde, qui est celle de Russie. Heureusement, la Russie n'est pas la première armée du monde. Je pense qu'en revanche, ce qui peut être très dissuasif, vous l'avez vu, ils ont tenu depuis 3 ans quand même. On est en 2025, la guerre a commencé en 2022. Très courageux. Ils ont des hommes, courageux manifestement, ils ont des armes. On a vu 350 milliards venus des États-Unis, énormément aussi venus des pays européens. On sait que par la suite, une fois qu'il y aura un accord de paix, et comme je vous l'ai dit, l'Ukraine est en train de comprendre que c'est son intérêt. Je pense que dans les jours qui vont venir, vous voyez que la situation change tous les jours, bien malin qui peut dire où on va aboutir, mais là vous êtes en train de voir que le président Zelensky est celui qui est le plus allant sur un accord de cessez-le-feu. Donc maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que tout le monde pousse dans le même sens et que la Russie soit contrainte par tous les autres à accepter cet accord de cessez-le-feu maintenant. En figeant la situation actuelle, c'est-à-dire en laissant à la Russie les terrains qu'elle a conquis ? Je pense que malheureusement, ça n'est pas à nous, les Français, on l'a bien vu, d'aller décider quelles seront chacune des clauses de cet accord de paix qui sera trouvé. J'espère que l'Ukraine pourra s'en sortir avec l'intégrité territoriale, avec son intégrité territoriale telle qu'elle l'espère. Possible. Je ne sais pas dans quelle mesure le président Zelensky défend ça.
Donc j'espère que la négociation permettra pour eux d'avoir le plus possible leur intégrité territoriale. On n'a pas eu grand-chose sur cet accord, sur ce cessez-le-feu. Hein. On ne sait pas exactement sur quoi ça s'adosse. Tout à fait, parce qu'en réalité, le cessez-le-feu, pour l'instant, tel qu'il a été négocié en Arabie Saoudite, est un accord qui doit durer seulement 30 jours, c'est assez court, dans l'optique de négocier ensuite un accord de paix. Donc on n'en est pas encore aux garanties. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, ça va être un point crucial, et vous le verrez sans doute dans les jours qui viennent. Il y aura un point crucial qui sera celle de la militarisation ou non de l'Ukraine. Et moi, je vous dis que ce serait un point vraiment majeur de dire que l'armée ukrainienne doit rester forte. On a bien compris, oui. Et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, c'est quelque chose que vous envisagez ? Non, alors ça, vraiment pas du tout. Je pense que les Français en comprennent les enjeux. Vladimir Poutine ? Ah, pas du tout. Alors vraiment, c'est pour ménager nos agriculteurs. Moi, je prends pas du tout mes décisions en pensant au qu'en dira-t-on russe, ni à ce qu'en pensera Vladimir Poutine, mais plutôt aux intérêts français et qu'aux intérêts français. Quand on regarde quel serait l'impact de l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, on a un sujet majeur, c'est l'agriculture. On a déjà vu à quel point, et j'étais au salon de l'agriculture récemment et avec des agriculteurs en Haute-Saône de la coordination rurale encore plus récemment, qui me disaient que l'impact de la suppression des droits de douane sur les importations de blé ukrainien avait saboter notre agriculture. Parce qu'ils peuvent produire à des prix bien inférieurs aux nôtres. On connaît les contraintes qui pèsent sur nous. Et comme vous le savez, les normes, c'est de l'argent. Donc, à chaque fois que vous ajoutez une norme, c'est des coûts de production en plus pour nos agriculteurs. Donc, on a les normes les plus élevées du monde, les charges les plus élevées du monde. Alors qu'en Ukraine, si vous regardez leur taux de salaire moyen et leurs contraintes, elles sont assez faibles. Donc, une production énorme. Dernier point, et j'en finis sur ça. Si l'Ukraine entre, vous avez donc leur participation au marché unique qui va faire que ce système qui était temporaire pour les soutenir le temps de la guerre va devenir pérenne. Vous dites ça, vous tuez déjà notre agriculture. Mais en plus, ajoutez-y que la PAC va baisser au profit des agriculteurs ukrainiens, puisque au regard de leurs conditions, ils vont devoir prendre une grande partie des aides de la PAC. On peut évaluer à peu près 1/5 des aides de la PAC qui baisseraient pour les agriculteurs français. Quand on sait que malheureusement aujourd'hui, ils vivent, pour beaucoup d'entre eux, beaucoup des aides et même pas de leur travail, parce que parfois ils sont obligés de vendre à perte, vous voyez déjà le désastre agricole qui pourrait arriver en France. Donc pour ces raisons, je pense qu'il faut aussi penser à nos agriculteurs en priorité. Emmanuel Macron a évoqué de manière très claire la menace russe. Est-ce qu'il joue avec les peurs des Français ? Le fait que la Russie puisse constituer une menace, je pense que c'est indéniable. La Russie, comme l'Iran, comme la Chine, comme les États-Unis, si vous voulez, on pourra en reparler. Sur la Russie, oui, on voit très bien que, par exemple, en Afrique, ils jouent contre les intérêts français en formant des journalistes, avec de la propagande contre les intérêts français. Sur les cyberattaques, on sait, même si c'est pas toujours le gouvernement russe, que la Russie est un havre de paix pour les hackers, qu'ils ne sont pas sanctionnés et qu'il n'y a pas de collaboration pour les faire sanctionner quand ils peuvent hacker nos hôpitaux. Donc oui, la Russie est une menace. Il y a aussi la menace de l'Iran. Il ne faut pas minimiser aussi la menace de certains États islamiques qui ont de grandes diasporas en France et qui parfois jouent sur cette diaspora pour attaquer nos intérêts ou nous déstabiliser. Donc que ce soit une menace, pas de débat là-dessus à mon sens. Ensuite, sur ce qui est sur les peurs des Français, je pense que les Français ont raison d'avoir peur et je vais vous dire pourquoi. On sent qu'il y a une grande inquiétude dans le pays. Il y a une sorte de chaos géopolitique. Les Français ont l'impression, le sentiment, et pas à tort, que tout est sens dessus-dessous. On voit les Américains qui négocient avec les Russes et avec les Ukrainiens en Arabie Saoudite. On ne comprend plus vraiment. Oui, on a le sentiment de ne plus avoir voix au chapitre. Ouais. Bouleversement géopolitique. Un bouleversement géopolitique indéniable. Tout à fait. Un changement manifeste à la tête des États-Unis. Si on en parle, je vous expliquerai pourquoi. On va y revenir, je vous expliquerai pourquoi, à mon sens, c'est un changement de façade et dans le discours, mais qui poursuit en réalité une très vieille politique américaine. Tout à fait. On pourra y revenir. Mais en tout cas, les Français voient ça, sentent ces bouleversements et craignent ce qui peut se passer chez nous. Le sentiment que tout est sens dessus-dessous, qu'on est dans un monde dangereux, des guerres au Moyen-Orient, une guerre sur le sol européen, une menace sur notre continent. Et on peut le comprendre, c'est ce que vous dites. Et on peut tout à fait le comprendre. Et moi, ce que je veux juste répondre à ça, c'est qu'à mon avis, la meilleure manière de lutter contre cette peur, c'est de trouver des solutions. La solution première, c'est évidemment d'avoir un bouclier le plus fort possible autour de nous. Ce bouclier, ça s'appelle la défense. Donc il faut réarmer la France. Il faut réarmer massivement. Il faut réarmer massivement. Vous êtes d'accord avec le ministre des Armées qui annonce qu'il faut monter à 5% du PIB ?
Alors, il n'a pas annoncé ça, il a annoncé 100 milliards de plus, et je suis tout à fait d'accord avec lui, d'autant plus que c'était le programme de Reconquête depuis la présidentielle de 2022. Ce qu'on a dit chez Reconquête, il y a eu Éric Zemmour a fait un grand discours au Mont-Saint-Michel. Et au Mont-Saint-Michel, il a dit « La France a un devoir de puissance ». Je ne veux pas du tout contribuer à la peur et l'alimenter, mais je me dois quand même d'être lucide sur ce point. Si demain, il y avait en France une guerre de haute intensité, nous ne pourrions pas tenir plus de 3 jours en termes de munitions. La guerre en Ukraine dure depuis 3 ans. Imaginez que si demain, une guerre éclatait sur le sol français, nous ne pourrions pas tenir plus que 3 jours. Donc je pense qu'il faut se fixer un objectif à notre portée, c'est celui d'être en mesure de gagner la prochaine guerre, quelle qu'elle soit. Quel que soit le pays. Si demain on était attaqué, je pense qu'il faut se dire, est-ce qu'on aurait les moyens de gagner cette guerre ? Quand on sait qu'on ne peut tenir plus que 3 jours en termes de munitions, je pense que là, on a des raisons de s'inquiéter. Vous dites que tout est sens dessus-dessous, à juste titre. Est-ce que c'est pas aussi le cas chez Reconquête ? On a l'impression que le discours, la doctrine par rapport à la Russie a complètement changé. Jusqu'à l'invasion de l'Ukraine, Éric Zemmour n'y croyait pas en disant « mais non, ce sont des démonstrations de force, mais Vladimir Poutine n'envahira pas l'Ukraine ». Comme la direction du renseignement militaire, comme les États-Unis. À l'époque, vous le savez, les gens avaient des informations beaucoup plus fiables là-dessus, en disant aux Occidentaux, attention, il va y aller, quoi. Pas publiquement, ce que je veux dire, c'est que vous avez beaucoup changé là-dessus, quand même. J'allais vous dire, malheureusement, personne n'a vraiment prévu cette attaque, et la preuve, personne ne s'y est préparé. Est-ce que vous vous souvenez qu'une semaine avant l'attaque, Emmanuel Macron, revenant d'un appel qu'il avait eu avec Vladimir Poutine, avait fait publier des affiches sur Internet où il disait Emmanuel Macron a obtenu de Poutine de ne pas envahir l'Ukraine. Vous vous rappelez de ça quand même. Donc oui, forcément, il y a eu un aveuglement général. Les gens n'ont pas vu venir cette attaque. Ils ne s'y sont pas préparés. La preuve en est, je pense que c'est pas Reconquête qui avait les manettes de l'État. C'est bien plus dommageable qu'Emmanuel Macron ne s'en soit pas aperçu, vu les responsabilités qui sont les siennes, que celles de tous les représentants. Éric Zemmour n'aurait pas fait mieux, manifestement. Il n'était pas à la tête de l'État, il n'avait pas les renseignements militaires américains dont vous parlez. Forcément, quand on n'est pas à la tête de l'État, on essaye d'analyser avec ce qu'on a publiquement, et publiquement, personne ne le voyait venir. Ce que je vous disais aujourd'hui, parce que c'est important qui concerne la France, c'est le réarmement français. Moi, je suis en charge au Parlement européen d'un rapport, c'est le rapport EDIP, donc c'est le rapport sur l'industrie de défense européenne, qui va arriver très vite au Parlement européen et dans les institutions européennes. De quoi il s'agit ? Il s'agit de créer un fonds européen avec 100 milliards d'euros pour investir dans la défense. Moi, ce que je veux défendre dans la position française, c'est que cet argent ne doit servir qu'à acheter européen et donc français, puisqu'on a la meilleure industrie de défense du continent, tout le monde dit ça et surtout pas des armes américaines. Tout le monde dit ça, mais personne ne le fait. Vous savez que les Allemands achètent américains, que les Italiens achètent américains. Vous savez que 3/4 des systèmes de défense européennes sont en réalité liées aux Américains. Donc, j'espère que demain ça changera. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai regardé d'un bon œil l'élection d'un Donald Trump, parce que je me suis dit que ça nous offrait un boulevard. Alors justement, l'élection de Donald Trump, vous avez été invité à son investiture. À 2 reprises, vous avez été aussi à Mar-a-Lago, je crois, à l'automne aussi. Non, j'étais à Miami au moment de la cérémonie des otages du 7 octobre. D'accord, très bien. Mais vous avez rencontré Donald Trump à cette occasion, je crois que vous avez même échangé avec lui. Tout à fait. Exactement. Vous nous dites, je voyais son élection d'un bon œil. 2 mois après son investiture, est-ce que votre regard a changé ? Il a bousculé énormément de choses. Comment vous jugez ces 2 mois où Donald Trump a renversé la table à plusieurs reprises ? Je pense que jusqu'ici, il s'est passé ce que je disais qu'il allait se passer, à savoir que son élection nous offrirait à nous Français un boulevard sur le continent européen. Je vais m'expliquer. Ça fait depuis des années que les Européens sont naïfs vis-à-vis des États-Unis. Ils pensent que les États-Unis ne réfléchissent que pour notre bien et ne voient pas qu'en réalité, les Américains ne défendent que leurs intérêts. Moi, ce que je disais, et je le disais depuis Washington, c'est Trump dit l'Amérique d'abord, nous devons dire la France d'abord. Il nous apprend au moins ça. La France et l'Europe, alors, apparemment. La France, mais je vous disais tout à l'heure sur l'industrie de défense, quand on dit l'Europe, en réalité, ça veut dire la France. Puisque l'industrie de défense aujourd'hui, en réalité, elle est essentiellement Donc il nous a réveillés quelque part. Exactement, c'est là où je veux en venir. Donald Trump nous pousse enfin à la maturité vis-à-vis des États-Unis. Ça fait depuis des années que les États-Unis nuisent à nos intérêts stratégiques. Je vous rappelle que c'était sous Obama que Frédéric Pierucci, cadre d'Alstom, a été enfermé dans les geôles américaines. On était en 2013. Absolument. À l'époque, j'ai pas beaucoup entendu la gauche européenne nous dire que les États-Unis nuisaient à nos intérêts. Est-ce que vous vous rappelez aussi que sous Joe Biden nous a empêchés de vendre des sous-marins français à l'Australie. Exactement. À l'époque, j'ai pas non plus entendu la gauche nous dire que c'était un scandale et qu'il nuisait à nos intérêts. Ce qu'est en train de faire Donald Trump, en réalité, c'est une vieille politique américaine de désengagement du continent européen
pour aller vers leurs intérêts à eux, dans le Pacifique, et plus spécifiquement en Chine. C'est Obama qui a initié ce grand mouvement, il appelait ça le pivot, c'est-à-dire on va lâcher petit à petit le continent européen pour aller s'engager en Chine. À l'OTAN, ça fait déjà des années que les Américains nous disent, et notamment sous Biden. C'est-à-dire que quand il se rapproche de Poutine, carrément, il change d'alliance, quoi. C'est pas de l'isolationnisme, c'est de changer les. Pour moi, c'est exactement la ligne qu'avait suivie Obama, c'est-à-dire comment on fait pour affaiblir la Chine au maximum, puisque c'est notre ennemi principal, et donc Trump en a conclu que la meilleure manière de le faire, c'était de détacher la Russie de la Chine. Vous avez vu que la Russie s'était presque vassalisée auprès de la Chine depuis cette guerre, qu'elle en dépendait énormément, qu'elle s'était trouvé un nouvel allié, puisque rejetée par tout l'Occident, elle est allée se chercher un allié avec la Chine. Enfin, cette alliance États-Unis et Russie, elle vous fait pas peur, vous ? Je pense pas qu'il y aura vraiment une alliance. Le sentiment que j'ai, c'est qu'ils essayent de dire il faut au moins renouer un dialogue pour empêcher la Russie et la Chine d'être toutes seules contre nous, avec la Corée du Nord, l'Iran, toutes les nations qui à raison, nous font peur. Donc je pense que si on essaye de mettre un peu de raison, puisque quand même ça bouge beaucoup, ça change de position souvent, etc., de mettre un peu de raison dans ce qu'essaye de faire Trump, je dirais que la cohérence en réalité n'est pas vraiment à chercher chez lui, mais dans ce qu'ont fait les États-Unis déjà depuis au moins 15 ans. Et donc là où je veux en venir... Il n'est pas toujours cohérent, Donald Trump ? Je dis pas qu'il n'est pas toujours cohérent, il peut nous paraître imprévisible. Il y a certaines choses que quand on a suivi l'élection américaine, on peut se dire en fait c'était prévisible, suffisait d'écouter. Mais par exemple, si du jour au lendemain on comprend pas vraiment, on n'est pas dans le secret des dieux, donc forcément. J'arrive au point principal à mon sens. Pourquoi est-ce que ça va, à mon avis, nous servir ? C'est que comme je vous le dis, ça fait des années que les États-Unis font ça. Ça fait des années que des gens comme Éric Zemmour ou comme des souverainistes comme je suis alertent sur le fait que les États-Unis ne défendront pas nos intérêts, ne défendent que les leurs. Personne n'écoutait. Il n'y a pas plus sourd que ceux qui ne veulent pas entendre, vous le savez. Soudain, on a un Trump qui arrive et qui le dit haut et fort. Avant, il le faisait un peu en cachette, tout en disant « mais les Européens sont nos alliés, on a les mêmes valeurs, etc. » Et là, il a le mérite de dire haut et fort moi, je veux plus vous protéger. C'est pas à l'américain du Wisconsin de financer la défense européenne. Soit, enfin, ça fait 70 ans que le général de Gaulle le disait. Ça fait 70 ans que le général de Gaulle disait aux autres nations européennes, comptez sur nous les Français. On a l'arme nucléaire, on a la meilleure industrie de défense, on a l'armée la plus exceptionnelle, sans vouloir être chauvine, du continent européen. Comptez plutôt sur nous que sur le parapluie de l'oncle américain. Et à chaque fois, et vous dites les que l'armement Allemands européen et les va Italiens... bénéficier avant tout à la France, c'est ça que vous dites. Exactement. Les Allemands et les Italiens... C'est pas une fédéralisation de l'Europe. Non, au contraire. C'est la France qui prendrait le leadership militaire du continent, comme le général de Gaulle le voulait depuis les années 60. Est-ce que vous vous rappelez peut-être du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne, où le général de Gaulle disait à l'Allemagne, nous pouvons vous protéger, nous allons être vos alliés. Et en pleine nuit, vous vous rappelez, sous l'influence de Jean Monnet et de la CIA, l'Allemagne a fait ajouter par son Parlement un préambule qui disait peut-être l'alliance avec la France, mais toujours sous réserve de l'OTAN et du parapluie américain. À ce moment-là, c'est là que le général de Gaulle sort cette phrase qui est restée « Les traités valent ce que valent les roses, ils fanent toujours comme les fleurs, etc. » Et c'est là qu'il est amèrement déçu et se dit « Mais en fait, ça n'existera jamais. Ça n'existera jamais, cette solidarité européenne, puisqu'à la fin, à chaque fois, ils veulent miser sur les États-Unis. » Et là, je conclus sur ça, on a un boulevard en tant que Français. C'est le moment où jamais de réaliser le rêve que voulait le général de Gaulle. L'élection de Trump nous permet ça, c'est la raison pour laquelle moi je la vois d'un bon œil. Maintenant, à nous de savoir en bénéficier, en tirer tous les fruits. Je suis sûre qu'on pourra le faire et si jamais, il faudra attendre 2027 pour que de vrais patriotes souverainistes arrivent au pouvoir. Alors, en attendant, on a un gouvernement qui est conduit par François Bayrou. Comment vous le jugez ? Redescendez sur terre là. Donc le gouvernement Bayrou, moi, ce qui me frappe le plus, je dirais que c'est d'abord le budget, d'abord l'inconséquence budgétaire. Pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, je crois qu'une économie de guerre, ça n'est pas une économie qui jette notre argent par les fenêtres. Ça n'est pas une économie qui dilapide les impôts des Français dans le monde entier. Si on veut être à même de gagner la prochaine guerre, il faut d'abord gagner tout de suite la guerre contre les gabegies, les déficits budgétaires, le désordre dans nos comptes publics. Ça n'est pas possible de voir la nation française qui continue de s'endetter ainsi. Je pense que les Français doivent savoir que la majeure partie de leur impôt sur le revenu part dans la charge de la dette tous les ans.
qu'on est déjà le peuple le plus taxé du monde, donc on ne peut pas aller comme ça vous n'auriez dans pas la fait comme contrainte fiscale. le RN qui n'a pas censuré, vous auriez censuré, vous, le gouvernement Bayrou? Moi, franchement, j'aurais tout fait différemment. Je pense qu'il y a d'abord une incohérence. Le RN fait erreur, alors. Il y a d'abord, je vais y revenir, il y a d'abord une incohérence, je trouve, dans la stratégie des différents partis qui ont voté la censure pour le gouvernement Barnier, pour le budget Barnier, et qui n'ont pas voté la censure pour le budget Bayrou. Pourquoi ? Parce que j'ai étudié ces deux budgets, c'est des budgets jumeaux. Ce sont les mêmes. Mêmes recettes, mêmes dépenses, même déficit. Tous les chiffres sont les mêmes. Bayrou, quand même. Même prélèvement, tous les chiffres sont les mêmes. Et là, je me dis, mais c'est quand même fou que des partis politiques nous aient vendu, entre guillemets, une censure en nous disant c'était un budget socialiste, donc on l'a censuré. Et là, c'est pas un budget socialiste. 1300 milliards de prélèvements obligatoires par an, c'est pas socialiste, ça. 15 milliards d'euros dans l'aide publique au développement pour aller donner de l'argent aux Comores, pour aller financer les agriculteurs de l'Algérie, ça, c'est pas un budget socialiste. Donc là, ça va. Là, tout va bien, ça mérite pas la censure. À un moment, il faut... ont été échaudés par cette première censure qui a fait peur à pas mal de Français. Et donc, ils se sont dit, bon, on lui laisse le temps de travailler et on jugera sur la durée. Si vous dites qu'ils ne prennent leurs décisions que par rapport à des intérêts politiciens, je peux entendre. Mais en revanche, moi, ce que je dis, quand je dis j'aurais tout fait différemment, ça ne veut pas forcément dire il fallait censurer et recensurer et récensurer. C'est qu'il fallait donner des lignes rouges claires. Dès le départ. C'est-à-dire qu'il fallait dire à M. Barnier à l'époque, ou à M. Bayrou quand ce fut lui, il fallait leur dire voilà ce qu'on demande clairement. Et on vous annonce la couleur, si on n'obtient pas ça, là on vous censurera. Il y avait des lignes rouges du RN quand même. Hein. Franchement non. Quand vous regardiez au début ce que disait le RN du gouvernement Bayrou, il disait nous on demande du respect. C'est assez flou, du respect. Pourquoi ne pas avoir dit, nous, on demande... Très clairement, objectivement. Exactement, très clairement, déjà, la suppression de l'aide publique au développement à ces pays-ci. La suppression de ceci. Un objectif chiffré de suppression de postes dans la fonction publique parce qu'aujourd'hui, il y a trop de fonctionnaires et que même les fonctionnaires estiment qu'il y a trop de fonctionnaires, etc., etc. Et avancer avec une liste de postes de dépenses à supprimer beaucoup plus clairement et dès le départ de la discussion budgétaire et pas à la toute fin, une semaine avant, en ajoutant à chaque fois des lignes rouges qui ont été floues, manifestement, pour le gouvernement Barnier. La situation est bien plus large que ces deux premiers ministres. Ça fait depuis 1974 qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre en France. J'ai même l'impression qu'à l'Assemblée nationale, ça choque personne. Il n'y a personne qui dit on veut au moins un budget à l'équilibre. C'est même pas une demande. On en est loin, faut dire. On en est très loin. On en est de plus en plus loin. Et plus la charge de la dette va augmenter, plus ça deviendra en réalité impossible. Je pense qu'il ne faut pas arriver à cette situation qu'aujourd'hui, les principaux financeurs de ces folies, ce sont les Français. Ce qu'il faut savoir, c'est que le réel niveau d'imposition d'un pays, c'est toujours les dépenses de l'État. C'est pas uniquement les impôts, parce que ça peut être aussi de l'impôt différé. L'endettement, c'est de l'impôt différé. L'inflation, c'est un impôt caché. Donc, c'est ce qu'il faut voir. La dépense publique, moi, c'est ce que je m'attelle à faire. Et je vous dis aussi qu'avec Reconquête, on a demandé à chacune de nos fédérations d'aller inspecter les comptes publics de leurs départements et des collectivités territoriales. On trouve des faits qui sont sincèrement frappants. J'invite vos auditeurs à aller voir sur le compte de Reconquête tout ce qu'on y trouve. C'est manifeste à quel point on vole l'argent des contribuables français pour aller les dilapider dans des folies. Vous nous dites qu'il y a une occasion de changer les choses en 2027. On a vu l'échec de Reconquête à la présidentielle et aux législatives. On voit clairement que la dynamique est du côté du Rassemblement national. Comment vous comptez faire pour rebondir et est-ce que vous avez un espace politique ? Je me permets de revenir sur le mot échec. Faire plus de 7% pour un parti qui avait 5 mois d'existence, c'est-à-dire... Qui était au-dessus dans les sondages de Marine Le Pen. Les ambitions étaient au-delà. Bien sûr. Alors là, vous ne me ferez pas dire le contraire. Si on avait pu gagner du premier coup et sauver la France, moi j'en aurais été au second tour quand même. Même le soir du premier tour, vous espériez encore y être. Et on espère encore gagner. Franchement, je ne vais pas vous dire que 7%, je m'en satisfais à vie. Non, la prochaine fois, je suis sûre qu'on gagnera. Mais je dis quand même que 7%, c'est décevant. Quand on part, vous l'avez dit, de 20% dans les sondages à un moment donné de la campagne. Qu'est-ce qui a échoué ? Mais passer de 0 à 7, c'est-à-dire faire plus que le PS et l'UMP, donc l'ex-UMP, les deux plus grands partis de la Ve République, PS et LR, en cumulé, quand même, limitons le mot échec, mais on fera mieux. Mais pourquoi le RN est tellement haut par rapport à vous alors ? Je pense qu'il y a eu un phénomène de vote utile assez clair. En gros, ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est d'une part que vous n'avez sur le terrain politique que deux partis qui veulent vraiment lutter contre l'immigration. Le RN et Reconquête. Nous, on est venu casser un monopole qu'avait le RN, vieux de 50 ans. C'était le seul parti qui luttait... En vous distinguant de quelle manière ? En nous distinguant sur le terrain économique. Et j'y arrive. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont le choix. Ils ont un parti qui s'appelle le RN, qui veut lutter contre l'immigration, un autre parti Reconquête, le seul
à vouloir lutter contre l'immigration avec eux, qui a cassé le monopole et qui donne aux Français le choix. Ce choix, c'est de dire, si vous voulez continuer comme on est aujourd'hui, à savoir une économie globalement socialisante, avec les taxes, les impôts, les charges les plus élevées du monde, avec un modèle social qui n'est tellement pas un modèle qu'aucun pays du monde ne le imite, si vous voulez continuer avec ça, votez pour le RN. En revanche, si vous voulez vraiment baisser les taxes et les impôts. L'IFRAP avait dit qu'on avait le programme qui baissait le plus les impôts de tous les programmes présidentiels. Si vous voulez vraiment baisser les charges et les impôts, si vous voulez vraiment que les entrepreneurs puissent vivre, les industriels puissent vivre, votez Reconquête. Si vous voulez l'excellence scolaire, nous, je pense qu'on insiste beaucoup Éric Zemmour dessus. a souvent dit que Marine Le Pen était de gauche. C'est ce que vous continuez de penser aujourd'hui? Économiquement, je pense que c'est très clair. Elle le dit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans une interview chez vos confrères. En disant c'est des trucs de droite. Exactement. Voilà, la réduction je pense que c'est pas du tout une insulte d'ailleurs de le dire. Moi, je dis pas du tout ça de manière à insulter les gens. On est très proches sur certains sujets. L'immigration étant un sujet majeur, c'est déjà beaucoup qu'on soit proche sur ce sujet-là. Donc c'est pas du tout ni des insultes ni rien du tout. C'est donner rationnellement le choix aux gens. On a le droit d'ailleurs d'être de gauche en économie. Il y a beaucoup de gens qui sont de gauche en économie. Moi, je pense que ça fait beaucoup de mal au pays. C'est mon opinion. Je pense que les Français doivent choisir. En tout cas, le parti des ingénieurs, des entrepreneurs, des indépendants, des commerçants, des artisans, c'est plutôt Reconquête. Frédéric. Un mot sur Emmanuel Macron. Est-ce que Emmanuel Macron d'abord doit démissionner comme certains le réclament aujourd'hui? Le plus tôt on pourra... Vous êtes prêt à y aller? Éric Zemmour est toujours prêt à y aller? Ah oui. Ça sera lui le candidat? Ah oui, ça c'est sûr que Reconquête sera présent. Je ne vais pas annoncer sa candidature à sa place. Je le laisserai faire. Mais en tout cas, oui, ça c'est sûr que Reconquête sera à la candidature à la présidentielle. Donc le plus tôt on peut relever le pays, le mieux ce sera. On n'a pas les moyens de forcer Emmanuel Macron à démissionner. Donc voyons... Bien sûr. Quand on pourra le faire. Du coup, il risque d'avoir du monde quand même sur la ligne de départ aux prochaines présidentielles. Avant la prochaine question, je vous propose de regarder un extrait récent de Touche pas à mon poste sur Feu C8. D'accord. Marion Maréchal, les gars, c'est voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, j'en ai reçu des hommes politiques et des femmes politiques ici sur ce plateau. C'est le Real Madrid. Croyez-moi. Non mais je vous le dis, voilà, que tu sois d'accord avec elle ou pas, c'est un monstre. Elle connaît tout sur tout. Alors, Sarah Knafo, est-ce que vous êtes d'accord avec Cyril Hanouna quand il dit que Marion Maréchal, c'est le Real Madrid, donc sous-entendu la meilleure? J'ai été forcément d'accord avec lui, puisque moi, j'ai beaucoup admiré Marion Maréchal quand j'étais jeune. Quand j'avais 18 ans, je la voyais à l'Assemblée, je me disais... quelle énergie, quel courage. C'est allé jusqu'à la campagne des Européennes, parce qu'on a dit qu'il y avait des frictions entre vous. Oui, franchement, ça allait jusqu'à la campagne des Européennes. Ensuite, malheureusement, vous l'avez vu et suivi comme moi, elle nous a trahis le lendemain de la campagne des Européennes. Elle a quitté Reconquête avec pertes et fracas dès le lendemain, donc ça a duré 24 heures. Elle avait été élue sur notre liste avec les militants de Reconquête qui sont d'ailleurs amèrement déçus et qui avaient aussi beaucoup d'admiration et d'estime pour elle. Je pense qu'à ce moment-là, elle a cru que Jordan Bardella allait devenir Premier ministre et qu'elle s'est imaginé qu'elle pourrait peut-être en tirer un profit. Malheureusement, il n'est pas devenu Premier ministre. Ils n'ont pas accepté d'alliance avec elle, le Rassemblement national, donc maintenant... À propos de Jordan Bardella, est-ce que vous êtes comme beaucoup à dire que c'est un garçon qui manque de fond? Non. Non, moi je le vois au Parlement européen, on vote souvent des textes en commun. Je pense qu'on a des convictions similaires, je le connais depuis longtemps, donc non, je dirais pas ça. Donc lui, l'erreur qu'il commet, c'est sur l'économie, quoi, en gros. Il est dans un parti qui commet cette erreur. J'avoue que je ne connais pas exactement la pensée économique de Jordan Bardella aujourd'hui. Peut-être qu'il la dévoilera dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais en tout cas, il est dans un parti qui défend ça, qui malheureusement ne vote pas les textes qui pourraient aller dans le bon sens à l'Assemblée nationale. Quand il s'agit de faire travailler ceux qui touchaient le RSA, on sait qu'on a un grave problème d'assistanat en France, dans notre pays. Quand il s'agit de les faire travailler, le Rassemblement a voté contre. Quand il s'agit la réforme encore des retraites, très récemment... vous ne reviendriez pas dessus? Ah non, pas du tout. Alors vraiment, là, c'est tout sauf ce qu'il faut faire aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, il faut aller vers la capitalisation. Il faut permettre aux Français de bénéficier des fruits de leur travail beaucoup plus librement. J'ajoute un dernier élément parce que c'est très récent. Quand il a s'agi de s'opposer à la taxe Zuckman, une taxe scandaleuse, ce qui s'est passé, c'est que le Rassemblement national s'est abstenu et a permis que cette taxe passe. Donc sur des sujets très concrets, c'est pas juste idéologique, on n'est pas d'accord sur ceci ou cela. Sur des sujets très concrets, je vois que je prendrais pas les mêmes décisions. Et sur l'idéologie ou sur l'aplomb politique, est-ce que vous auriez fait comme lui, c'est-à-dire que quand il est parti à Washington pour assister à la convention ultra-conservatrice, il a refusé de prendre la parole parce que Steve Bannon venait de faire un salut nazi à la tribune. Est-ce que vous auriez fait comme lui?
Bah écoutez, moi j'y étais, je suis restée. Je suis restée parce que moi, ce que j'ai regardé, c'est l'attitude des familles d'otages israéliennes qui étaient là, qui étaient sur place et qui sont restées. Elles sont restées, elles sont montées sur scène après. Ce que j'ai regardé, c'est l'attitude d'un ministre israélien qui s'appelle Amichai Shikli et qui est monté sur scène juste après et qui est resté. Je pense que Donc le c'est pas CIPAC, choquant, le salut nazi de Steve Bannon. Ah, c'est deux choses différentes. Dire qu'un salut nazi c'est choquant, enfin, c'est pas moi que vous entendrez dire que c'est pas choquant. Si, évidemment, c'est choquant. Mais le CIPAC ne se résume pas à Steve Bannon. Steve Bannon, manifestement, a voulu faire une provocation pour faire parler de lui. Il a réussi. Tout le monde l'avait oublié. Aujourd'hui, tout le monde parle de lui. Enfin, tout le monde a parlé de lui pendant un petit quart d'heure. Le quart d'heure de gloire warolien, comme on dit. Mais le CIPAC se résume pas à lui. Et donc, juste après Bannon, vous aviez Javier Milei qui était là, Elon Musk, Donald Jordan Trump, Bardella, il a gâché Giorgia l'occasion. Meloni. Bah moi, ce que je me dis, c'est que c'est quand même anormal que toutes les droites du monde entier y soient, restent là-bas, et qu'il y ait seulement en France que quelqu'un fasse un esclandre. Je pense que c'était manifestement pas la décision de familles d'otages israéliennes qui sont restées. On peut pas les soupçonner de quoi que ce soit, je pense. Starak Nafo, vous êtes à Nice aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une personnalité politique du Sud-Est pour laquelle vous avez de la sympathie? Alors, il y en a beaucoup pour lesquels j'ai de la sympathie, que j'estime intellectuellement ou politiquement. J'en citerai une en particulier qui s'appelle Cédric Vella, et qui est notre responsable reconquête des Alpes-Maritimes. Donc c'est un département, vous le savez, dans lequel on fait de très beaux scores. On a fait près de 15% lors de l'élection présidentielle. C'est plus de 2 fois le score national d'Éric Zemmour. On continue d'y faire de beaux scores. Je pense qu'il y a une vraie base proche de reconquête, ici à Nice et plus largement dans les Alpes-Maritimes. Donc si je devais vous en citer un, je citerais évidemment Cédric. Est-ce que vous avez de la sympathie aussi pour Éric Ciotti, qui a été celui qui est allé le plus loin dans l'Union des droites aujourd'hui? Tout à fait. Ah oui, manifestement, je pensais notamment à lui. Il a fait erreur de s'associer avec le RN plutôt qu'avec vous? Je pense que je peux pas qualifier d'erreur une décision que j'ai jugée courageuse, parce qu'au moment où il l'a fait, c'était un moment où on voulait tous, finalement, que Jordan Bardella arrive à Matignon, parce qu'on se disait tous, y compris moi, que ce serait une avancée pour le pays, qu'on préférait manifestement Jordan Bardella à Gabriel Attal. Donc, je trouve qu'il a pris une décision courageuse, celle de braver ce fameux cordon sanitaire. Donc, pour cette raison, je pense que je peux pas qualifier ça d'erreur. J'estime qu'aujourd'hui, ça le contraint parfois à accepter des positions contre nature pour quelqu'un comme lui, très attaché aux libertés économiques. On l'a dit, quand Marine Le Pen dit ça, c'est des choses de droite, il ne faut pas toucher aux fonctionnaires, ou alors quand elle dit très récemment, je crois il y a quelques semaines, qu'elle n'a rien en commun avec un Javier Milei, sur des sujets comme ça, je pense que ça peut l'amener à accepter des positions contre lesquelles il se positionnerait normalement, mais j'ai bon espoir qu'un jour on se retrouve dans une alliance plus cohérente ensemble. Quelles sont vos ambitions pour les municipales de l'an prochain dans les Alpes-Maritimes ? Alors elles sont grandes dans toute la France et notamment dans les Alpes-Maritimes. Je suis contente aujourd'hui de vous annoncer qu'on aura un candidat qui s'appelle Cédric Vella, que je vous ai cité, quelle ville? Qui sera tête de liste à Nice. D'accord. Puisqu'on est à Nice, je peux vous annoncer ça. C'est-à-dire face à Éric Ciotti? C'est-à-dire face à tous. Face à Éric Ciotti, face à Philippe Vardon, un ancien de chez vous aussi? Je savais pas qu'il était candidat. C'est les candidats putatifs, quoi. Éric Ciotti, Philippe Vardon, on les attend face à Christian Estrosi. Ce sera alors une première campagne pour Cédric Vella comme pour Éric Ciotti. Je pense qu'il se présente face au peuple, il se présente pas face à quelqu'un, il se présente absolument pas contre Éric Ciotti, il se présente devant les Français pour défendre la ligne de Reconquête qui est aujourd'hui, on le disait, il y a 2 partis uniquement qui sont contre l'immigration. Reconquête est un parti souverain du Rassemblement national, donc qui n'est pas dans une alliance avec eux, qui n'est pas forcé d'accepter leur position sur des sujets qui sont contraires à nos convictions. Je pense que les Niçois, au moins, auront le choix. Moi, je crois beaucoup à la liberté de choix des électeurs. Un pays... C'est pas comme ça qu'on va vers l'Union des droites, avec des candidatures aussi fragmentées. L'Union des droites, elle se fait au second tour et elle se fera, rassurez-vous, on saura faire notre devoir si jamais nous n'étions pas au second tour. Mais j'espère qu'on le sera. Nous, on a tenté au premier tour, vous vous souvenez. Marine Le Pen a fermé la porte. Mais donc, moi, je crois beaucoup à la liberté de choix des électeurs. Un pays où il y a un seul parti qui est autorisé à se présenter, ça s'appelle une dictature. Moi, je suis très démocrate. D'ailleurs, je vous l'ai dit, je suis attachée à la liberté en économie, je suis aussi attachée à la liberté en politique. Je pense que plus les électeurs ont le choix au premier tour, et mieux c'est. Ensuite, il faut savoir faire son devoir. Et donc, si Cédric Vella est au second tour, j'espère que toute la droite saura faire son devoir. Si un autre candidat de droite est au second tour, je peux déjà vous annoncer qu'on fera notre devoir. Alors, avant le premier tour, ce samedi matin, vous avez prévu de vous rendre au pied de la statue Jeanne d'Arc à Nice, qui a fait beaucoup couler d'encre, parce qu'elle est menacée d'être déboulonnée, parce que la mairie l'a fait réaliser de façon illégale, selon la justice. Précisons que la décision fait l'objet d'un appel. Pourquoi avez-vous décidé de vous rendre au pied de cette statue ?
Je pense que cette statue aujourd'hui est un symbole qui dépasse en réalité le sujet judiciaire. Vous savez qu'il y a eu un débat entre la mairie de Nice qui continue de défendre sa position, à savoir qu'elle estimait qu'une œuvre d'art était exempte de ce passage d'appel d'offres. Donc Christian Estrosi a raison. Bah, manifestement, il peut avoir raison. Vous savez, il peut prendre de bonnes décisions aussi, comme plein d'autres personnalités politiques avec lesquelles je suis pas en accord sur l'ensemble. Mais là, cette statue, elle a été fabriquée par un atelier qui s'appelle l'atelier Missor. Vous connaissez ? Que je connais. J'ai déjà acheté des sculptures chez eux. Ils font un travail exceptionnel. Ce sont des artisans qui sont passionnés. C'est rarissime en France d'avoir encore ça. Je pense qu'Emmanuel Macron, pour encore citer une bonne décision d'une personnalité de qui je suis pas proche pourtant, l'a montré au monde entier avec Notre-Dame, à savoir qu'on avait encore un vivier d'artisans qui sont passionnés. Qui vit difficilement parce qu'il y a peu de commandes. Vous savez que la culture du beau a un peu malheureusement il y a que l'atelier Missor pied. qui pouvait livrer une statue comme celle-ci selon vous, quoi. Et ça justifie de ne pas respecter les appels d'offres. Non, j'allais pas sur ça. J'allais plutôt sur le préjudice que cause cette décision à l'atelier Missor. Je dis qu'il y a plus de nombreuses entreprises qui savent faire ça. L'amour du beau, je trouve, a trop disparu de nos collectivités locales en France. C'est dommageable, c'est regrettable, mais donc c'est une question subjective, la beauté et l'esthétique. Moi, je crois pas. En tout cas, quand on lit Kant, on voit que ça peut aussi être objectif. Mais je pense malheureusement qu'on a un tissu d'entreprise si raréfié, si d'ailleurs paupérisé, que c'est vraiment dommageable de voir que cette décision a forcé l'entreprise Missor à rembourser 170 000 euros. C'est pas fait encore, il a contraint à le faire. Mais effectivement, c'est colossal. Ouais. Ça peut les pousser à la Bien ruine sûr. et à la faillite. Je pense que le c'est rôle ça le sens de votre venue ce matin. Le rôle de la justice administrative, c'est de injuste que cette soutenir l'artisanat. entreprise-là aujourd'hui soit pénalisée de cette façon-là, quoi. Il y a deux sujets. Le premier sujet qui est le plus évident, c'est évidemment la figure emblématique de Jeanne d'Arc. Je trouve que le symbole d'aller démanteler une statue de Jeanne d'Arc à Nice, franchement, est dommage. Dommage pour ce tribunal administratif, dommage pour la préfecture qui est à l'initiation de ce recours. Je trouve ça vraiment dommageable en termes de symbole. Deuxièmement, et là, c'est du concret, c'est du dur, c'est notre artisanat local qui est encore capable de fabriquer ça. Je trouve que, pour le coup, le tribunal administratif aurait pu bien plus prendre ça en compte dans sa décision, à savoir, on ne pousse pas à la ruine les derniers artisans français qui sont capables de savoir faire ça. Donc moi, je suis aussi venue pour les soutenir eux. Il y a le symbole de Jeanne d'Arc et il y a cet atelier Missor. Alors avant de terminer, on passe à la question perso. Question perso de Frédéric Maurice. Oui, on entend beaucoup de choses à ce sujet. Qu'est-ce qui vous unit à Éric Zemmour, Sarah Knafo ? Écoutez, tellement de choses, certaines choses qui ne seront pas dites sur ce plateau parce que ça n'est pas l'objet, et d'autres que je peux tout à fait vous dire. On a le même amour de la France. Nous sommes deux Français, je dirais, assimilés. Arrivé en France, lui avec une histoire particulière puisque l'Algérie, ils étaient déjà français depuis le décret Crémieux. Moi, avec des grands-parents qui venaient du Maroc, arrivé en France, ayant fait nôtre l'histoire de France, la culture française. Nous deux, nous sentons tributaires de ce qui s'est passé en France depuis déjà des siècles, des millénaires. Je pense que cette histoire d'amour de ce pays, ce sentiment que nos familles ont fait des efforts que d'autres n'ont pas fait en arrivant, alors que parfois ils sont venus en France dans les mêmes années. Beaucoup l'ont fait, hein. On peut citer les communautés asiatiques, espagnoles, portugaises, même iraniennes, libanaises, qui sont venues en France, qui ont été tout à fait reconnaissantes à la France de ce qu'elle leur avait donné, qui ont contribué eux aussi à leur manière à l'essor de la France, mais d'autres n'ont pas fait cet effort. Et je pense que ça nous donne aussi un sentiment d'urgence, c'est-à-dire de protéger ce joyau, parce que nous, on y est venus. C'est pas quelque chose qui est naturel depuis 8 siècles, comme certaines familles. Donc on en prend peut-être la valeur. On voit aussi que que ce qui peut être perçu comme un sacrifice par certaines communautés aujourd'hui, à savoir l'assimilation, nous, on l'a plutôt vécu comme un bienfait,
comme une bénédiction. C'est-à-dire que je suis heureuse aujourd'hui d'être plutôt née en France que d'être née au Maroc. Je dis ça sans aucun mépris pour le Maroc, mais je suis heureuse aujourd'hui que mon histoire s'inscrive dans l'histoire de France. Je pense que c'est ce qui nous relie aussi. Est-ce qu'Éric Zemmour, il n'a pas commis une erreur monumentale en passant d'éditorialiste à politique? Est-ce que finalement, il n'était pas plus influent quand il était éditorialiste qu'aujourd'hui dans un parti qui est relativement restreint? Si vous voulez dire qu'il a fait de gros sacrifices pour passer à la politique, vous avez entièrement raison. Des sacrifices en termes de confort, en termes de sécurité, en termes de menaces sur sa vie, en termes financiers, bien sûr. Ça, vous avez raison. En revanche, quand on regarde l'impact de sa campagne présidentielle sur la vie politique française, sincèrement, je pense que dans 10 ans encore, on dira que depuis qu'Éric Zemmour s'est présenté en 2022, les Français sont bien plus libres de dire ce qu'ils pensent, que sur la menace existentielle, pour le coup, qui pèse sur nous aujourd'hui, sur l'islamisation du pays, sur l'insécurité que subissent tous nos compatriotes, quels qu'ils soient et quelle que soit la ville dans laquelle ils vivent, je pense qu'on dira que sa campagne de 2022 a eu un impact majeur sur les années qui ont suivi. J'espère de tout mon cœur que c'est lui qui en bénéficiera politiquement, parce que je pense qu'il a les épaules pour relever la France, qu'il a le tempérament qu'il faut, que ce qui a pu être perçu comme des défauts en 2022, à savoir une forme de radicalité, comme on a pu le dire, peut finalement être vu comme une qualité, à l'heure où on voit qu'il faut vraiment être capable de renverser la table, qu'il faut un très fort tempérament pour être capable de le faire. Donc j'espère vraiment que c'est lui qui en tirera les bénéfices politiques à terme. Je vais ajouter un mot sur ce sujet d'ailleurs, parce que vous m'aviez posé une question tout à l'heure, mais quelle que soit l'issue à la fin, je pense qu'aujourd'hui déjà, il peut se dire, et les Français qui l'ont suivi peuvent se dire, qu'ils ont eu un impact monumental sur la vie des idées en France, sur la libération de la parole depuis la campagne de 2022. Et je veux finir par ça, par cette note d'espoir, à mon sens, c'est que quand vous regardez une Giorgia Meloni, il y a 4 ans, elle faisait 2%. Aujourd'hui, elle est la première ministre de l'Italie et elle est sans doute la personnalité politique la plus forte du continent européen. Et vous qui êtes mitoyen de l'Italie, vous le savez encore mieux que moi. Donc, une vie politique, ça va très vite. On peut très vite passer, là je vous ai dit c'était en 4 ans, on peut très vite passer de la personne que tout le monde enterrait, qu'on voyait comme mort, etc., à soudain l'homme fort, la femme forte de la décennie du continent. Donald Trump, je vous rappelle qu'il y a 6 mois, tout le monde l'enterrait. Sur tous les plateaux télévision de France, de Navarre, d'Angleterre et de tout le reste du monde entier, on disait il est perdu, il va être ruiné, sa femme va le quitter, il va aller en prison. C'est ça ce qu'on disait de Donald Trump. Aujourd'hui, il est président de la première puissance du monde. Donc ça peut aller très vite. Donc ça peut, ou Mélanie, pourquoi Donald Trump? Ça peut aller très vite. Je pense sincèrement qu'on a le bon positionnement, qu'on a les bonnes idées, qu'on est fidèle à nos idées, fidèle aux Français et le bon tempérament. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est aussi beaucoup de tempérament. Merci beaucoup Sarah Knafo, merci Frédéric, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine, notre invité sera Manuel Bompard. Bon week-end à tous.